Dans cette histoire, on va directement à Mexico, dans une petite ville qui compte moins de 500 habitants. Le genre de ville typiquement où tous les habitants se connaissent entre eux et où les rumeurs vont bon train, on sait que telle personne a fait ça, que telle personne a fait ça. Dans cette ville vivaient deux jeunes garçons qui étaient jumeaux. Leur mère ne les éduquait pas très bien, du coup ils étaient assez irrespectueux. Ils parlaient mal aux autres habitants, ils faisaient plein de bêtises. Vous voyez un petit peu le genre. D'ailleurs, de par leur comportement, ils avaient hérité d'un surnom, un surnom qui en dit long, le surnom des jumeaux du mal. De quoi poser carrément le contexte. On te dit tu connais les jumeaux du mal, directement tu te dis non, j'ai pas envie de les connaître. Tout ce qui leur arrivait, ils le transformaient en quelque chose de mauvais. Pour vous donner un exemple parmi tant d'autres de choses très malsaines qu'ils ont pu faire, ils sont suspectés par l'ensemble de la ville d'avoir tué des chiens et des chats comme ça, et la police n'a jamais réussi à les prendre sur le fait de dire c'est vous qui les avez tués, vous êtes punis. Tout de suite quand on touche aux animaux, on déteste les personnes. Et c'est bien normal. Un dimanche, un vieil homme est mort dans sa maison. Pendant que le prêtre et les employés des pompes funèbres attendaient à l'extérieur de la maison du vieil homme que le van pour transporter le cercueil arrive, les deux jeunes jumeaux se sont infiltrés dans la maison par une fenêtre à l'arrière qui avait été laissée ouverte. Ils ont vu le corps, qui était visible, et ils ont voulu du coup s'approcher un peu plus près pour regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. Les deux jumeaux s'en fichaient totalement de manquer de respect aux défunts. Ils ont donc commencé à jouer autour du corps. Un des garçons s'amusait à bouger la bouche du vieil homme décédé comme une marionnette, pendant que l'autre s'amusait à lui piquer les yeux avec un bâton. On en est là, on en est à ce niveau-là de malsainité effectivement. Pendant qu'ils étaient en train de jouer, encore une fois de manière très malsaine, ils ont entendu des bruits de pas. C'était les personnes qui attendaient à l'extérieur qui revenaient, et du coup les deux jeunes garçons avaient peur de se faire choper, parce que là s'ils étaient là sur les lieux, ils étaient foutus, ils n'avaient rien à faire là. Ils ont mis le corps dans le cercueil, parce qu'ils l'avaient enlevé de là de base, effectivement, je vous l'ai dit, ils sont très malsains ces gamins. Et après ils voulaient se cacher, chercher quelque part dans la pièce où ils pouvaient se rendre, mais il n'y avait pas de placard, il n'y avait rien du tout. Du coup, ils n'avaient aucune cachette, ils allaient être pris sur le fait à ce moment-là. Le prêtre a ouvert la porte, et très rapidement les enfants ont décidé de sauter dans le cercueil, et de le refermer pour se cacher justement dans le cercueil. Ils sont donc dans un cercueil, avec un vieil homme décédé, tu sens que ça commence un peu à partir en cacahuète. Et du coup, le prêtre ne les a pas vus, et avec les hommes des pompes funèbres, ils ont porté le cercueil et l'ont mis dans le van dans le corbillard. Le cercueil a été amené au lieu où avaient lieu les funérailles du vieil homme, et les personnes qui ont porté le cercueil, qui étaient habituées normalement à ce genre de choses, trouvaient que le poids était un peu plus élevé que d'habitude, mais ça n'a pas non plus attiré leur attention plus que ça. Ils se sont dit, bah tiens, c'est bizarre, mais c'est tout. Personne n'a remarqué que les jumeaux étaient absents et étaient dans le cercueil. Le cercueil commençait à être plongé dans le trou où il allait reposer pour l'éternité, dans le cimetière, quand la mère des deux jeunes garçons est apparue aux funérailles, demandant à toute l'assemblée si elle n'avait pas vu ses deux jeunes enfants. Les funérailles ont été interrompues et du coup tout le monde était parti à la recherche des enfants sans pour autant les trouver. Les personnes qui avaient porté le cercueil repensent justement au poids un peu inhabituel qu'ils avaient remarqué en portant le cercueil et ils se disent peut-être qu'ils sont là-dedans, qui sait. Le cercueil a été ressorti du trou où il avait été mis précédemment et il a ensuite été ouvert. Et là, à l'intérieur, ils ont fait face à un spectacle des plus surprenants mais surtout des plus effrayants. Ils ont trouvé à l'intérieur les corps sans vie des deux jeunes garçons qui étaient sur le corps du vieil homme décédé, et ce qui est encore plus surprenant, c'est que les mains du défunt étaient chacune sur une gorge de chaque garçon. Et les garçons, après autopsie, ont été déclarés comme morts par étranglement. L'histoire s'arrête ici, et là, ce qu'on pourrait se dire de base, c'est que le corps s'est réanimé pour étrangler les deux jeunes garçons qui lui ont manqué de respect. Et je pense qu'en fait, il y a une morale un peu à cette histoire, c'est ne plaisantons pas avec la mort. Tout simplement. Évidemment, cette histoire, c'est une histoire fictive je pense, mais en tout cas ça fait quand même assez peur, je trouve, de te dire que si tu manques de respect à un défunt, bah potentiellement il peut venir te flinguer derrière. De toute façon moi c'est quelque chose personnellement qui ne me viendrait jamais à l'esprit, j'espère que vous aussi, en tout cas restons respectueux, comme ça on est sûr et certain que rien ne nous arrivera derrière. En tout cas je l'espère. Julia et Géraldine étaient des meilleures amies, et elles avaient des personnalités totalement opposées. Julia était très courageuse et presque sans peur, alors que Géraldine, elle, était un peu timide et avait peur de tout. On est à la nuit d'Halloween, et les deux jeunes filles dormaient ensemble dans la maison de Géraldine. Elles passaient une petite soirée entre copines. En plus de ça, les parents de Géraldine n'étaient pas là, donc elles se disaient elles avaient toute la night pour faire la fête, elles étaient très contentes. Mais au-delà du fait
qu'elles peuvent passer une soirée tranquille à faire ce qu'elles veulent sans l'autorité parentale. En fait, Julia dormait chez Géraldine à chaque fois que les parents de Géraldine étaient absents parce que Géraldine avait une peur bleue de dormir toute seule la nuit. Bien qu'elle sache qu'il n'y ait aucune raison d'avoir peur en soi. On est donc au début de cette fameuse soirée. La maison de Géraldine était assez grande, un peu en recul par rapport à la route, et du coup Julia est arrivée sur les lieux et a sonné à la porte. Géraldine l'a accueillie, lui a ouvert la porte, elle l'a invitée à rentrer, rien de bien effrayant pour le moment. Les deux jeunes filles se sont mis à l'aise, elles se sont mis en pyjama. Julia portait une magnifique chemise de nuit en soie, qui était un peu rouge, couleur rouge sang, avec un col à fourrure. Géraldine trouvait sa chemise de nuit vraiment magnifique, et elle disait « moi j'aurais bien aimé avoir la même chose ». Les deux jeunes filles ont fait un peu de popcorn, et elles se sont mis tranquillement devant la télé et ont regardé un film d'horreur. Une fois le film terminé, Julia était un petit peu fatiguée et Géraldine, elle, était un petit peu terrorisée. On voit les deux personnalités des jeunes filles qui sont vraiment un peu à l'opposé. Les deux jeunes filles ont décidé d'éteindre la télé et d'aller donc se coucher. Pendant qu'elles montaient les escaliers pour se rendre dans la chambre de Géraldine et dormir, elles ont eu l'étrange impression, l'étrange sensation d'être suivies. Sans réfléchir plus longtemps que ça, elles se sont précipitées dans la chambre de Géraldine et ont fermé la porte. Au bout de quelques secondes, elles ont un peu repris leurs esprits, elles se sont regardées et ont rigolé en se disant « on a eu peur pour rien, on vient de regarder un film d'horreur, on s'est fait peur comme ça », donc du coup elles se trouvent un petit peu ridicules entre guillemets, d'avoir eu peur pour peut-être rien du tout. Les deux jeunes filles se couchent, et peu de temps après minuit, alors que les filles étaient tranquillement dans leur lit en train de parler de choses et d'autres, tout d'un coup ils ont entendu un bruit. Un bruit qui venait du rez-de-chaussée, comme si quelqu'un était au rez-de-chaussée et marchait. Elles entendent des bruits de pas, et du coup elles s'arrêtent net de parler et se regardent chacune dans le blanc des yeux, se demandant ce qui se passe. Il y avait un silence assez inconfortable. Mais ce silence a été interrompu par un bruit assez particulier, le bruit de quelqu'un qui gratte comme s'il grattait sur un tableau. Vous voyez, c'est un son, ça me fait des frissons, je déteste ce genre de son, ce sort de grincement un peu. Julia s'assoit sur son lit et essaye d'écouter attentivement le son. Géraldine, elle, terrorisée, se cache sous sa couette. Julia dit « c'est juste le chat, je vais descendre pour aller voir ». Géraldine, elle, est terrorisée, n'est pas forcément d'accord avec ce plan d'action. Elle dit donc « n'y va pas, ne me laisse pas seule s'il te plaît Julia ». Julia soupire en disant « arrête de te comporter comme une enfant, quand il se passe quelque chose, même si c'est un truc d'amusant, ça te fait des sueurs froides ». Géraldine continue d'implorer son amie en disant « s'il te plaît ne descends pas, reste avec moi ». Et Julia, essayant quand même de rassurer son amie, dit « si tu as si peur que ça, je sors, je ferme la porte à clé, je garde les clés avec moi. Comme ça, personne ne pourra rentrer dans la chambre. J'espère qu'en bas c'est un cambrioleur, comme ça je pourrais lui faire la peur de sa vie. » Je trouve que Julia a un peu des délires un peu particuliers quand même. Ok, elle est courageuse, mais prudence mon ami. Julia sort du lit, elle trace son chemin dans la pénombre de la chambre jusqu'à la porte, elle sort de la chambre et referme silencieusement la porte. Géraldine, elle qui est restée dans son lit dans la chambre, entend Julia qui ferme la porte à clé, elle entend le loquet qui tourne, et entend dans son oreille, elle entend effectivement Julia qui descend les escaliers. Et là Géraldine va entendre un autre bruit qui ne va pas la rassurer du tout. Elle entend comme le son d'un couteau qui se fait aiguiser. Vous savez le fameux schling, 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 le bruit de métal. Géraldine est dans le noir dans la chambre, elle se cache avec la couverture, elle est vraiment tétanisée, elle veut juste que son ami revienne et lui dise c'est le chat, t'inquiète pas, et elle essaye d'être aussi silencieuse que possible, faire comme si elle n'existait plus. Elle entend uniquement le silence qui trône dans la maison. Elle a envie d'appeler le nom de son ami pour lui demander si tout va bien, mais elle en a trop peur, elle a trop peur qu'il se passe quelque chose. Géraldine attend, ce qui lui semble durer une éternité, et elle va entendre de nouveau un bruit. Elle entend un bruit qui semble se déplacer. Pourquoi elle pense ça? Parce que le son est de plus en plus fort, comme si l'origine de ce son était en train de monter les escaliers et de se rapprocher de la chambre. Et là, le son s'arrête. Mais Géraldine a quand même l'impression d'entendre un bruit venant de juste derrière la porte de sa chambre. Elle entend toujours le fameux bruit là, on ne sait pas trop identifier, le schling, schling, schling. Et là, elle va entendre le son des clés qui s'insèrent dans la serrure et le loquet qui se déverrouille. La porte s'ouvre et Géraldine dit « Julia, est-ce que c'est toi ?» On est dans la pénombre, du coup elle ne voit rien du tout. Elle décide donc de se lever de son lit et d'aller voir se diriger vers la porte. Elle tend les mains devant pour essayer d'éviter de se prendre des murs mais aussi pour toucher son ami et elle sent quelque chose du bout de ses doigts, elle sent de la soie. Géraldine sourit, elle commence à remonter un peu le tissu jusqu'à arriver au visage, elle sent le col en fourrure et elle continue, du coup elle commence à s'approcher du visage. Et quand elle s'approche du visage, elle commence à sentir une sensation étonnante, elle sent du mouillé et du chaud. Et là, en continuant son chemin, elle se rend compte qu'il n'y a rien. Il manquait effectivement la tête de Julia. Elle avait dû être sûrement décapitée. Très tôt le lendemain matin, les parents de Géraldine sont retournés chez eux et ils ont été très choqués
du spectacle qui les attendait à leur arrivée. Juste après la porte d'entrée, il y avait une mare de sang, et une traînée de sang qui conduisait jusqu'à l'étage. Les parents se sont précipités pour voir ce que c'était, en suivant cette fameuse trace de sang qui menait jusqu'à la chambre de leur fille, et en arrivant ils sont tombés devant le spectacle le plus détestable qu'ils auraient pu voir. Le corps sans tête de Julia était étendu sur le sol. Les parents ont trouvé Géraldine cachée dans son placard, totalement tremblante, qui murmurait des choses incompréhensibles. Certaines de ses mèches de cheveux avaient viré au blanc. Elle était devenue en fait complètement folle. Plus tard dans la journée, la police a trouvé un homme qui semblait un peu confus, qui marchait sur une route. Il est habillé d'un vêtement blanc, un vêtement d'hôpital, et il avait du sang partout sur lui. Dans sa main, il tenait un couteau encore ensanglanté. Il s'est avéré que cet homme était un fou, un meurtrier, qui s'était échappé d'un asile la nuit passée. Et effectivement, c'était bien le meurtrier de Julia. Mais quelque chose d'ironique va clôturer cette histoire, c'est que Géraldine, étant devenue totalement folle, a été envoyée dans un asile. Le même asile où se trouve cet homme, et où elle est censée passer le reste de sa vie. Un peu chaud. Après, on ne sait pas dans l'histoire si elle a vu son visage ou pas, mais bon, je pense pas que ça va l'aider à aller mieux en tout cas. Les amis, cette histoire, plutôt sympathique, n'est-ce pas? Enfin, sympathique, on s'entend, hein. Plutôt creepy ça veut dire. Je trouve qu'il y a un bon scénario, je trouve ça plutôt intéressant, je trouve que l'horreur est bien faite, etc. On a les personnalités des personnages, moi je trouve ça plutôt bien comme histoire. En plus elle est pas très longue, tu peux la raconter au coin du feu si t'en as envie, vraiment, c'est clean. Moi je la valide. T'as pas forcément de mystère dans cette histoire, parce que tu sais qui a tué qui, tu sais pourquoi, tu connais le tueur, donc quoi de mieux. J'aime bien ce genre d'histoire parce que t'as un début et t'as une fin, et t'as toutes les réponses dans l'histoire, donc ça c'est cool, c'est validé, c'est le genre d'histoire que j'apprécie à 100%. Les amis, pour clôturer cette vidéo, on va partir sur une histoire particulière, une histoire un peu dégueulasse, ça on va pas se mentir, vous allez vite comprendre pourquoi, et apparemment c'est une légende urbaine japonaise. Il y avait une petite fille qui vivait dans un complexe d'appartements. Un jour elle a dit à sa mère qu'elle allait sortir à l'extérieur pour jouer avec des amis. Mais quelques heures plus tard, problème. La mère descend de l'appartement, va dans l'espace où les enfants ont l'habitude de jouer pour aller chercher sa fille, parce qu'il était l'heure de dîner, mais étonnamment, sa fille est introuvable. Il y avait des enfants qui jouaient, les fameux enfants avec qui la fille devait jouer, et du coup la mère demande à ses enfants s'ils savent où est partie sa fille. Et ses enfants vont lui répondre qu'ils n'ont pas du tout vu sa fille de l'après-midi. Là la mère se dit clairement ce qu'il en est de cette situation, sa fille a disparu. Les parents de la jeune fille disparue ont donc appelé la police, et les ont cherchés dans tout le périmètre autour du complexe d'appartements. Les autres parents qui vivaient dans ce complexe d'appartements ont aussi participé aux recherches, parce qu'ils étaient un peu tous solidaires. Mais malheureusement, à la fin de ces recherches, la jeune fille n'avait toujours pas été retrouvée. 3 mois plus tard, les habitants du complexe d'appartements ont commencé à se plaindre de quelque chose de bien particulier, de l'eau qui émanait de leur robinet. À chaque fois qu'ils se servaient d'un robinet, l'eau avait une odeur particulière. La personne qui gérait le complexe d'appartements commençait à recevoir de plus en plus de plaintes sur le fait qu'il y avait un problème avec l'eau. Et je pense que vous devinez déjà quel est le problème qu'on a. Le manager un peu du complexe d'appartements a donc appelé un expert, un technicien pour qu'il puisse regarder ce qui ne va pas, et du coup le technicien arrive et il va donc voir un peu le réservoir d'eau du complexe d'appartement pour voir s'il n'y aurait pas un problème. Du coup il monte sur le toit, il ouvre le réservoir, il a une sorte de bâton pour essayer de voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui serait dedans, et il tape sur quelque chose d'assez lourd. Non sans difficulté il arrive à retirer ce qui est dans le réservoir d'eau, et c'était le corps décomposé de la jeune fille qui avait disparu 3 mois plus tôt. Il y a eu une autopsie faite par la police et ils ont bien confirmé que c'était bien la fille disparue. Et il semblerait qu'en fait, alors ça c'est l'hypothèse que la police a, c'est que la jeune fille jouait sur le toit pendant que le réservoir d'eau était ouverte. À un moment donné, elle serait allée voir un petit peu ce qu'il y avait dedans, elle serait tombée et se serait noyée. C'est-à-dire ensuite, et c'est là que c'est dégueulasse, que le corps de la jeune fille, une fois qu'elle s'est noyée, est resté dans l'eau pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, les habitants du complexe d'appartements ont bu naturellement l'eau qui s'était mélangée au corps en décomposition de la jeune fille disparue. C'est dégueulasse, il n'y a rien de plus simple. Alors personnellement, cette histoire me fait énormément penser à l'affaire Elisa Lam, une jeune femme qui était dans un hôtel et on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. On la voit sur des caméras de vidéosurveillance qu'elle regarde quelque chose dans l'ascenseur, qu'elle a l'air assez terrifiée et tout. C'est une affaire un peu non résolue, très mystérieuse, on ne sait pas ce qui s'est passé et cette jeune femme a été retrouvée morte dans un réservoir d'eau également. Je pense pas que je me ferai une vidéo là-dessus parce que, ou sinon ce sera un truc très rapide dans une vidéo avec d'autres sujets parce que c'est une affaire qui a été surexploitée à la télévision et sur YouTube.
donc bon, je pense que vous la connaissez forcément. Mais en tout cas, cette histoire m'y a fait énormément penser. C'est une légende urbaine japonaise apparemment. Est-ce qu'elle en a inspiré ou pas? Aucune idée. Mais en tout cas, on a toujours cet aspect assez dégueulasse. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Daisy. Daisy était une jeune fille de 12 ans au moment des faits. Elle vit dans une petite ville totalement classique, c'est pas une grande ville des États-Unis, mais c'est une petite ville où on trouve un peu tout type de commerce. C'est vraiment rien à déclarer jusque-là, il ne s'est rien passé de majeur dans cette ville, aucun incident, pas de criminel particulier ou quoi que ce soit, mais il y a bien une rencontre qui a traumatisé Daisy dans sa jeunesse. Daisy, sa mère et son petit frère étaient en voiture sur une allée très peu fréquentée. En fait, il y avait une allée principale qui était très fréquentée, il y avait souvent des bouchons, où il y avait des magasins aux alentours de cette allée, et du coup la mère de Daisy prenait des rues moins fréquentées, nettement moins fréquentées, où il n'y avait vraiment pas de voiture, mais très peu de lumière, où si de nuit toute seule tu te retrouvais là, t'étais pas très rassuré. Mais au moins, t'avais aucun bouchon, tu pouvais conduire tranquillement. On avait donc la mère de Daisy au volant, Daisy était sur le siège passager à l'avant, et le petit frère lui était sur la banquette arrière. Et ce petit frère avait à ce moment-là aux alentours de 9 ans. Il faut savoir que la mère de Daisy est quelqu'un d'un naturel très gentil. Néanmoins, si elle voit quelqu'un qui est tombé en panne au bord de la route, elle ne va pas forcément s'arrêter à côté pour savoir si tout va bien. Ou encore, elle ne va pas forcément prendre quelqu'un qui fait de l'autostop, surtout quand ses enfants sont dans la voiture, au cas où qu'il y ait le moindre danger. Par contre, justement, étant assez gentille, elle va quand même appeler la police pour prévenir qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une voiture en panne ou quelqu'un qui fait l'autostop pour être sûr que cette personne puisse recevoir de l'aide. Il était aux alentours de 21 h sur la route quand, à un moment donné, Daisy a remarqué quelqu'un arrêté sur le bas-côté de la route. De son emplacement dans la voiture, elle voit quelqu'un qui a une capuche. La mère de Daisy remarque également qu'il y a quelqu'un sur le bas-côté de la route, du coup ce qu'elle fait c'est qu'elle ralentit un petit peu pour ne pas effrayer cette personne qui peut-être répare sa voiture, sachant qu'il y avait très peu de trafic du coup, pour assurer vraiment une sécurité maximale. L'homme était devant sa voiture, le capot ouvert, et quand la voiture de Daisy approche très près de la sienne, l'homme se décale, sort de là où il était, et commence à faire un signe de main comme s'il demandait à ce que la voiture ralentisse. Daisy ne se souvient pas forcément de tous les détails, parce qu'il faisait nuit, du coup c'était assez sombre dans cette ruelle très peu éclairée, donc elle ne voyait pas forcément très bien cet homme, et en plus de ça, elle ne prêtait pas forcément beaucoup d'attention à ce qu'il se passait à ce moment-là. Pour elle, il n'y avait absolument rien d'anormal. Daisy se sentait un peu mal à l'aise, parce qu'elle se disait que cet homme avait peut-être besoin d'aide, elle se disait c'est dommage, on s'arrête pas pour l'aider. L'homme est maintenant au milieu de la route, continuant de demander à la voiture de s'arrêter. La mère de Daisy fait un petit écart, elle tourne un petit peu mais en toute sécurité pour éviter l'homme, elle n'allait pas l'écraser, c'est normal. Et pendant qu'ils font cette petite manœuvre, ils regardent tous justement dans la voiture sur le bas-côté. Et ils se rendent compte que l'homme était tout seul. L'homme au milieu de la route est maintenant dépassé. Et il faut savoir que la voiture allait vraiment très lentement à ce moment-là. Pour vous dire, on pouvait facilement la rattraper en courant. La mère de Daisy demande à son fils de prendre son téléphone dans son sac pour appeler de l'aide évidemment. Daisy jette un coup d'œil à sa mère pendant que elle regarde dans le rétroviseur. Et là, Daisy nous dit que le visage de sa mère a drastiquement changé. Elle était plutôt sereine et son visage s'est transformé en un visage de panique. Ses yeux étaient grands ouverts comme si elle était très surprise, mais surprise négativement. Concrètement, elle avait peur. Là, Daisy sent que la voiture accélère d'un coup parce que la mère de Daisy a vraiment mis le pied au plancher pour repartir vraiment très vite de là où ils étaient, ce qui est quelque chose quand même de très inhabituel pour la mère de Daisy. Normalement, elle aurait repris une allure progressivement. En plus de ça, elle a toujours respecté les limitations de vitesse, donc Daisy se dit mais que se passe-t-il? Mais ce qui est sûr, c'est que Daisy comprend que quelque chose ne va pas du tout. Avec une voix paniquée, la mère de Daisy demande à son fils « Où est mon téléphone ?» Et là, Daisy, qui ne comprend pas du tout, crie « Que se passe-t-il ?» Tout le chaos qui commence à s'installer dans la voiture effraie le jeune garçon sur la banquette arrière et il commence à pleurer. C'est normal, c'était encore un petit bout de chou, il comprenait pas du tout ce qui se passait. La mère de Daisy a les yeux fixés sur la route et de temps en temps elle regarde dans son rétroviseur. Et elle dit « Il nous suit ». À ce moment-là, Daisy ne comprend pas de quoi sa mère parle. Peut-être que vous avez déjà compris ce qu'il se tramait. En tout cas, ce qui est sûr dans la tête de Daisy, c'est que la situation dans laquelle la famille se trouve est très mauvaise. La mère arrive à retourner sur l'allée principale, l'allée où normalement il y a beaucoup de trafic, mais là, fort heureusement pour eux, il n'y a personne. Daisy, dans la voiture, qui essaie de comprendre ce qui se passe quand même, même si elle sait que c'est quelque chose de mauvais, elle essaie de comprendre pour pouvoir ensuite réagir.
Elle regarde donc dans la fenêtre arrière et elle voit qu'il y a une voiture qui essaie tant bien que mal de les suivre. Daisy demande à sa mère où vont-ils et la mère répond qu'elle essaye de se rendre à la station de police. Effectivement, dans ce genre de situation, où pourrait-on être encore plus en sécurité que dans un commissariat? Il commence à arriver au commissariat, la mère de Daisy a donné des instructions très précises à sa fille au moment où la voiture s'arrêterait. Daisy doit sortir de la voiture dès que la voiture s'est arrêtée, attraper le bras de son petit frère sur le siège arrière parce qu'en fait il était vraiment placé derrière elle, pendant que la mère elle sortait également de son côté, qu'elle faisait le tour de la voiture pour les rejoindre. Et ensuite ils iraient dans le commissariat. Pourquoi avoir ce plan d'action très étrange? Parce que la voiture les suivait encore à ce moment-là. On est donc devant le commissariat, il y a le parking, la mère de Daisy se gare très mal, mais on s'en fout. La voiture s'arrête et là le plan d'action est mis en place. La voiture qui les suivait est toujours là en train d'arriver. Daisy sort, elle ouvre la porte à son petit frère, elle lui attrape le bras, la mère les rejoint. Tout se passe au mieux pour le moment. Tout se passe comme prévu. Ils arrivent à se rendre en toute sécurité et rapidement dans le commissariat pour parler à un agent de police. Et c'est à ce moment-là, quand la mère va décrire la situation qu'ils ont vécue, que Daisy va tout comprendre. Revenons un petit peu en arrière, quand ils étaient justement face à cet individu étrange au milieu de la route. La mère de Daisy l'a donc évité très lentement, l'homme les a suivis du regard et une fois que la voiture avait dépassé l'homme s'était retourné et a commencé à sprinter en direction de la voiture. Comme je vous l'avais dit, la voiture étant à très basse allure, on pouvait la rattraper en courant et l'homme était justement en train de se rapprocher de plus en plus. C'est là que la mère a mis un grand coup d'accélérateur et là l'homme a arrêté de suivre la voiture, il s'est précipité vers la voiture sur le bas-côté, a fermé le capot et a vite démarré sa voiture pour les suivre. Et ensuite, on a eu cette fameuse course-poursuite. La mère de Daisy a tout de suite senti que cet homme n'avait pas de bonnes intentions quand il a commencé à courir après la voiture. La mère de Daisy a quand même continuellement analysé la situation pour protéger sa famille. Elle dit que une fois que la voiture est allée dans le parking du commissariat, la voiture qui les suivait, elle, a arrêté de les suivre. Elle s'est donc dit qu'elle allait quand même rester au commissariat pour dire ce qui s'était passé au cas où que cet individu les attendait à l'extérieur. Elle a donné toutes les informations qu'elle pouvait, un petit descriptif de la voiture, descriptif de l'homme, mais néanmoins, vu que tout s'est passé très rapidement, elle n'a pas pu communiquer la plaque d'immatriculation. Elle n'a pas pu la voir. La police a fait un petit tour des environs pour voir si la voiture n'était pas encore là à attendre, et malheureusement, ils n'ont rien trouvé. Après cette vérification, la petite famille est partie, ils sont rentrés chez eux assez traumatisés par ce qu'ils avaient vécu, et depuis, ils n'ont jamais plus entendu parler de cet homme qu'ils avaient croisé, supposant donc que la police n'avait pas réussi à le retrouver. Les amis, l'histoire s'arrête ici. C'est fou de te dire, là, qu'il y a un mec qui a fait semblant que sa voiture était en panne pour justement que des personnes dans cette ruelle sombre s'arrêtent, et ensuite, on ne sait pas quel sort il avait prévu aux personnes qui allaient s'arrêter. Est-ce qu'il allait les agresser, les voler, les enlever, ou peut-être même pire, les assassiner? Ça reste un véritable mystère. On n'en sait rien du tout, et en tout cas, il vaut mieux ne pas y penser, parce qu'il y a honnêtement de quoi se provoquer de sacrées sueurs froides. En tout cas, très heureux que Daisy s'en soit sortie, la mère de Daisy a totalement géré la situation là. Elle a paniqué, certes, mais raisonnablement. Elle a quand même su garder son sang-froid, certes elle était apeurée, ça c'est normal, mais elle a su garder son sang-froid et elle s'est dit direct, je vais dans un commissariat, comme ça je suis sûr d'être en sécurité et si le mec nous suit, boum, il sera arrêté direct. Situation traumatisante certes, mais histoire qui finit plutôt bien pour Daisy et sa famille, bien que cet homme court toujours. Est-ce qu'il a réussi à faire cette supercherie malsaine à d'autres? Ça on n'en sait rien. Les amis, dans cette seconde histoire, on va voir le récit de Tom qui a vécu une histoire très traumatisante chez lui. Je vous dis très clairement, cette histoire elle est horrible. Tom nous dit qu'il était tranquillement chez lui avec sa petite amie, dans sa maison, rien d'anormal. C'était une soirée normale. Il était rentré chez lui après le travail, il avait enlevé ses chaussures, il s'était mis à l'aise, il avait mangé avec sa petite amie, il s'était maté un film tranquille, il a promené son chien, et ensuite, étant assez fatigué, ils se sont couchés, tout naturellement en fait. Une soirée vraiment très classique, vraiment la belle vie tranquille. Tom était en train de dormir tranquillement quand il a été réveillé à 4 h du matin. Il a entendu à l'extérieur un gros bang, comme si quelque chose de très lourd tombait par terre. Il ne savait pas d'où le bruit venait, en même temps c'est ce qui l'a réveillé, donc dans un premier temps tu sais pas forcément d'où ça vient, c'est juste un sursaut que ça te provoque et ça te réveille. Mais il est sûr que c'était pas dans son rêve, c'était pas son imagination, il est sûr d'avoir entendu quelque chose. En plus de ça, sa petite amie l'a entendu aussi, donc là il y a vraiment plus de doute. Et là, un second bruit sourd va se faire entendre. Un gros bang, encore une fois, comme si quelque chose avait tapé sur leur clôture. Mais vraiment très fort. Tom se dit dans un premier temps que c'est peut-être un animal sauvage, un renard, quelque chose comme ça, qui a voulu sauter par-dessus la clôture et qui s'est tapé. Mais il décide quand même d'en avoir le cœur net.
il s'habille, il met des bottes pour sortir de sa chambre et voir ce qui se passe. Il sort donc de sa chambre et là il se rend compte qu'il y a un courant d'air assez frais, un peu inexplicable, qui le met un peu mal à l'aise. Il se dit que ça peut pas être forcément la température habituelle parce qu'on était à la fin du mois de mars et du coup il ne faisait pas froid comme ça. C'était vraiment la sensation qu'on a quand on a un courant d'air chez soi. Vous savez, on a une température ambiante et le courant d'air fait que ça nous rafraîchit un petit peu. Il se rend compte qu'il fait nettement plus frais dans le couloir que dans la chambre. Et ça justement, ça fait que Tom se pose des questions. Il se pose vraiment la question de savoir d'où ça vient. Il trouve ça vraiment très étrange. Il descend donc les escaliers et là, immédiatement, il voit la porte arrière qui est grande ouverte. Tom se dit, mais c'est bizarre, je suis sûr d'avoir fermé cette porte avant de monter les escaliers pour aller me coucher. Mais peut-être que c'est pas impossible, que je me méprends et que je l'avais pas fermée. Par cette porte, Tom se rend dehors, il jette un coup d'œil et il ne voit rien d'anormal. Tom rentre à l'intérieur, il fait un peu le tour de la maison avec un couteau dans la main, on sait jamais. Mais encore une fois, il ne voit rien du tout, rien qui pourrait expliquer le fameux bruit qu'il a entendu. Il commence donc à se dire que c'était rien du tout, juste comme il pensait de base, un animal sauvage. Il a donc fermé la porte arrière, s'est assuré que cette fois-ci elle était bien fermée à clé. Le chien de Tom est tranquillement couché dans son panier qui se trouve dans la cuisine, il lui donne quelques friandises et il se sert un verre d'eau pour s'étendre un petit peu et ensuite il décide de retourner se coucher. Tom redort tranquillement quand il est de nouveau réveillé, mais cette fois-ci pas par un gros bruit sourd comme il a été réveillé la première fois, mais par les aboiements de son chien qui viennent du coup de la cuisine. Il entend son chien qui aboie, qui grogne, qui hurle, et ça forcément, ça met des frissons à Tom en entendant ça. Du coup, Tom, encore en pyjama, décide de foncer en bas des escaliers. Tom fonce dans la cuisine, et là, il y a un spectacle qui l'horrifie, mais qui va également l'enrager. Il voit un homme couché sur son chien, qui est en train de l'étrangler. Tom se souvient avoir crié « C'est quoi ce bordel ?» foncé sur cet homme aussi rapidement qu'il a pu. Et Tom a été si rapide que l'homme n'a pas eu le temps de réagir. Tom a attrapé l'homme par les cheveux, il l'a retiré de son chien et lui a frappé la tête contre le réfrigérateur. Après cela, il l'a jeté contre le sol et il a crié à sa copine d'appeler la police. Pendant que l'homme essaie de se relever, le chien s'est placé derrière Tom, totalement paniqué. Tom a pu se rapprocher un peu de l'homme pour voir à quoi il ressemblait. Il avait les cheveux gras, assez longs, un t-shirt noir troué, un pantalon troué sans chaussures, et cet homme sentait également très fortement l'urine. L'homme s'est relevé, il était assez grand, mais il était vraiment très mince, vraiment très squelettique. Tom se souvient qu'en ayant frappé son visage contre le frigo, il a entendu une sorte de craquement et en fait c'est que l'homme était tellement squelettique que c'est sûrement son crâne qui avait craqué. L'homme avait des mouvements vraiment pas naturels du tout. De ce que Tom avait l'air de voir, cet homme avait des dents qui manquaient, les dents jaunes, vraiment même des dents cassées. C'était vraiment un spectacle horrible. Cet homme ne semblait limite pas humain, selon les dires de Tom. Mais c'était effectivement un être humain qui était là, sûrement un sans-abri qui s'était introduit dans la maison. Tom allait frapper de nouveau l'homme qui s'était introduit chez lui, mais l'homme a fait quelque chose qui a surpris Tom, qui l'a pris vraiment au dépourvu. L'homme a commencé à crier, mais avec un cri très strident. Vraiment un cri qui ne semblait pas naturel du tout. L'homme, tout en criant, est ensuite parti en courant de la cuisine et Tom a décidé de le pourchasser parce que la première chose qu'il s'est dit c'est « Et si ce mec-là maintenant allait agresser ma petite amie ?» Tom lui court donc après, mais il se rend compte qu'en fait l'homme se dirige vers la porte d'entrée, il l'ouvre vraiment très fort, limite il l'arrache et ensuite il continue de partir dans la rue en hurlant. La police est donc ensuite venue sur les lieux. Tom en a fait la meilleure description pour que cet homme puisse être retrouvé. Ils ont fait des portraits robots, mais de ce qu'il en sait aujourd'hui, cet homme n'a toujours pas été retrouvé. Il est toujours en liberté à l'extérieur. Bien sûr, le lendemain, Tom a emmené son chien chez le vétérinaire pour s'assurer que rien dans son cou n'avait été endommagé, qu'il était en bonne santé et effectivement, son chien, à part la peur sur le moment, n'a eu aucune séquelle. Et fort heureusement. Aujourd'hui, Tom nous dit que maintenant, le soir, quand il entend des bruits à l'extérieur de sa chambre, il panique totalement que ce soit de nouveau quelqu'un qui s'introduise chez lui. Les amis, ce témoignage s'arrête ici. Franchement, il est fou. Tom, c'est un héros. Pour moi, c'est un héros. C'est vraiment le meilleur parce que il a tenu tête à cet homme, alors que je pense que beaucoup d'autres se seraient totalement liquéfiés sur place, ils auraient été tétanisés. Après, un détail aussi qui est assez important je pense, et je n'ai pas vu beaucoup d'histoires comme ça pour vraiment dire ça c'est comme ça, mais ça m'a fait un peu réfléchir cette histoire et de me dire mais si t'as un intrus chez toi, mais juste chez toi, tu vois, tu ouvres tu es dans ton lit, tu sors de ta chambre, tu vois qu'il y a un cambrioleur. Tu vas te pisser dessus littéralement. Mais si tu vois le mec qui est en train de s'attaquer à ton animal de compagnie, tu vois, moi je pense à mon chat par exemple. Je me dis si le mec, genre j'entends du bruit, je descends et le mec il est en train d'essayer de frapper mon chat. Je pense que c'est pas l'horreur
ou la panique qui prend le dessus parce que certes tu seras paniqué, mais je pense que la peur pour ton animal de compagnie, que t'aimes normalement, prend le dessus. Du coup tu rentres dans une sorte de rage, t'as vraiment une poussée d'adrénaline je pense qui te permet justement d'affronter cet homme, comme Tom l'a fait. Je sais pas, je me pose la question de savoir dans ce genre de circonstances là, je pense, comme je vous l'ai dit, que si je vois un cambrioleur chez moi comme ça, j'aurais peur. Je me dis pas que la première chose que je ferais c'est l'attaquer, alors que s'il s'en prend à mon animal de compagnie, là je pense que du coup j'aurai la rage et que le mec, je le défonce. Dites-moi vous en commentaire un peu comment vous pensez réagir dans ce genre de situation. Là ça m'intéresse, tu vois, ça m'intéresse parce que je me dis il y a quand même deux états d'esprit différents quand on s'en prend justement à quelqu'un que t'aimes. Tu vois, dans ce genre de circonstances, toi tes actions peuvent être totalement différentes. Bon. Un soir, alors que j'étais au lycée, mes parents sont sortis le soir, me laissant seul à la maison. J'avais beaucoup de devoirs à faire, du coup je suis resté pas mal de temps de ma soirée à mon bureau dans ma chambre. Mes parents ont quitté la maison aux alentours de 18h, et pour mieux me concentrer, j'ai décidé de mettre de la musique dans mes écouteurs pendant que je travaillais. Il y avait un grand orage ce soir-là, et mon bureau était face à la fenêtre. Je voyais donc aisément la pluie et les éclairs à l'extérieur de la maison. Mes parents sont revenus vers 23h, et quand j'ai vu leur voiture arriver devant la maison, j'ai enlevé mes écouteurs, et dès que j'ai entendu ma mère rentrer dans la maison, j'ai entendu qu'on criait mon nom. Ma mère, avec une voix très énervée, me dit « Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici ?» Assez confus, j'ai décidé de descendre rapidement les escaliers. Ma mère attendait avec un air très énervé sur son visage. Elle a pointé le sol d'un de ses doigts et m'a dit, en criant « Est-ce que c'est toi ?» J'ai regardé le sol, et sur le tapis il y avait des empreintes de pas faits dans la boue. J'ai répondu que je ne savais pas du tout ce que c'était, que j'ai passé la totalité de ma soirée à mon bureau à faire mes devoirs, et là l'expression sur le visage de ma mère a changé. Il est passé d'énervé à confus, et après cela à apeuré. On s'est rendu compte en même temps qu'il devait y avoir quelqu'un dans la maison. On a suivi les traces de pas pour essayer de comprendre cette situation, d'où ça venait, où ça allait. Ces empreintes commençaient de la porte arrière, qu'on laisse habituellement déverrouiller. Alors ça c'est pas la meilleure des idées quand tu es seul chez toi, il faut fermer toutes les portes, les volets, les fenêtres. Règle de sécurité numéro 1. Et là on a remarqué quelque chose d'autre. On a effectivement remarqué que les traces de pas venaient de la porte arrière, mais en suivant le chemin, elles ne menaient à aucune sortie de la maison, ce qui indiquait que la personne qui était rentrée était toujours là. Il n'y avait aucune trace évidente que la personne était sortie de la maison. Et là, quand on s'est rendu compte de cela, on a entendu tout d'un coup un gros bruit sourd qui a résonné dans toute la maison. Après cela, on a entendu un autre bruit, c'était le bruit de la porte d'entrée qui claquait. On a tous couru dans le garage, on a fermé la porte à clé derrière nous, et ma mère qui avait son téléphone sur elle a naturellement appelé la police. Au téléphone, elle crie « S'il vous plaît, venez rapidement, il y a quelqu'un dans notre maison ». Après avoir attendu ce qui semblait être des heures, une patrouille de police est finalement arrivée. Les policiers sont sortis de leur voiture, il y avait un policier masculin et féminin, et le policier masculin lui est resté avec nous dans le garage, et le policier féminin, elle, a retourné la maison pièce par pièce pour être à la recherche d'un individu, d'un intrus. Au bout d'un moment, ce policier est revenu dans le garage avec nous. Elle nous a dit qu'elle n'avait rien trouvé et que du coup, on pouvait enfin rentrer dans la maison en sécurité. On a tous soupiré, on a soufflé, on a repris nos esprits en se disant que enfin, ce qui nous a terrorisé était terminé, on pouvait rentrer chez nous en sécurité. Mais la policière a ajouté quelque chose. Elle a dit « À qui appartient la chambre en haut des escaliers sur la gauche ?» Mes parents m'ont regardé et j'ai donc dit à l'officier « C'est la mienne ». Elle m'a demandé de la suivre et on a donc marché dans la maison, on a suivi les empreintes de pas qui étaient du coup de la porte arrière, dans le salon, dans l'escalier, dans le couloir, dans la chambre de mes parents, et ces empreintes s'arrêtaient devant ma chambre. La policière m'a montré des marques qu'il y avait à côté de ma porte, qui étaient restées ouvertes toute la soirée. Et il y avait plusieurs inscriptions qui avaient été notées. Il y avait une phrase avec une heure. À 8h47, il y avait marqué « Je te vois ». À 8h53, il y avait marqué « Tu as oublié de fermer la porte arrière ». À 8h59, il y avait marqué « Tu as l'air concentré ». À 9h24, il y avait marqué « Retourne-toi ». À 9h47, il y avait noté « Regarde-moi ». À 10h15, il y avait marqué « Regarde-moi ». Et de nouveau, à 10h37 et 10h49, il y avait également marqué « Regarde-moi ». C'est-à-dire que pendant plus de 2 heures, quelqu'un se tenait devant la porte de ma chambre, qui était ouverte, et qui me regardait. Depuis ce jour, j'ai toujours des sueurs froides quand je pense à ce qui aurait pu se passer si jamais je m'étais retourné. Les amis, l'histoire s'arrête ici. Est-ce qu'on a affaire à une sorte de fantôme, quelque chose de paranormal? C'est possible, sachant qu'on ne sait pas où est l'individu et qu'il n'a pas l'air d'être parti. Ou est-ce qu'on a affaire à un intrus?
bel et bien réel, qui s'est introduit dans la maison, c'est aussi possible. Le mec aurait pu essuyer ses pieds au bout d'un moment, hein, et c'est pour ça qu'on n'a pas les traces de sortie, il serait parti quand par exemple il a entendu que la famille revenait à la maison. En tout cas, c'est vrai qu'on peut se poser la question de ce qui aurait pu se passer si jamais la personne qui raconte l'histoire s'était retournée. Je pense que ça aurait pas été très joyeux pour lui. En tout cas, maintenant ça leur servira de leçon, je pense qu'ils penseront tous les jours à fermer leur porte arrière. Les amis, on part dans une petite cabane dans la forêt maintenant. Quoi de mieux? Quoi de mieux pour de l'horreur? Samantha avait deux meilleures amies. Elles s'appelaient Jenny et Amber. Son père avait décidé de l'emmener pour passer un petit week-end de vacances dans une cabane dans les bois qu'ils avaient, et du coup il a proposé à Samantha d'inviter ses deux meilleures amies. En arrivant, Samantha dit: vous voyez ce lac? C'est le lac Samantha, mon père a grandi ici et il aimait tellement ce lac qu'il lui a donné mon nom. C'est mignon, n'est-ce pas? Patientons, patientons. Cette nuit-là, après avoir débarrassé leurs affaires, s'être un petit peu installé dans la cabine, Amber dit: est-ce que quelqu'un aurait une histoire d'horreur à raconter? Amber veut avoir les petits frissons dans la forêt. Je pense que c'est pas le meilleur endroit pour se raconter des histoires, ça peut en faire flipper plus d'un. Jenny dit: j'en ai une, et en plus de ça, c'est une histoire vraie. C'est arrivé à un ami d'un ami. Elle faisait du babysitting, elle gardait deux enfants une nuit. Elle s'est assise dans le noir, toute seule, en regardant la télévision, et le téléphone a sonné. Elle a répondu plusieurs fois, et à l'autre bout du fil, il y avait une voix assez rauque qui disait: est-ce que tu vas aller voir les enfants? C'est une histoire que vous connaissez déjà, je pense. Et là, l'histoire est interrompue. Effectivement, c'est une histoire assez connue, du coup Amber dit: Jenny, s'il te plaît, on la connaît tous cette histoire. Amber dit donc: est-ce que quelqu'un a une autre histoire, et aussi, si possible, qui est vraie? Samantha dit: moi j'en ai une. À environ 10 minutes d'ici, il y a une maison abandonnée. On est passé à côté pour venir ici. C'est au milieu de nulle part, on y accède par une petite route, et il y a bien longtemps, un homme vivait dans cette maison. Sa famille était très riche et il possédait plusieurs terres dans la région. Cet homme a rencontré une femme, totalement normale, et ils sont tombés amoureux. Mais la famille de l'homme n'était pas très heureux de ce ménage. La famille pensait que cette femme n'était pas assez bien pour l'homme. L'homme a décidé de l'ignorer et de vivre son amour, et ils ont donc décidé de vivre ensemble dans une maison située au milieu de nulle part sur leur propriété. Il s'est marié avec cette femme et tout semblait se profiler au mieux. Ils ont eu une fille et ils ont également eu un fils. C'est à partir de ce moment-là que l'histoire commence à devenir horrible. Le garçon était malade, pas physiquement mais mentalement. Il n'était pas fou, mais en fait il avait des capacités mentales assez réduites. Au moment où il a eu 9 ans, il devenait beaucoup trop difficile à gérer pour les parents, ils avaient beaucoup de mal à s'en occuper. Il avait des problèmes de sommeil, des troubles du comportement, il disparaissait dans la forêt et se cachait. Vous voyez ce genre de choses qui peut être du coup effectivement difficile à gérer pour un parent. Ne sachant pas quoi faire avec son enfant, l'homme décide de demander à sa famille de l'aider. Les parents de l'homme ont pris l'enfant et l'ont emmené dans la forêt. Ils l'ont envoyé dans un endroit dans la forêt qui n'était pas du tout un asile psychiatrique, mais un endroit pour aider les personnes qui avaient les mêmes problèmes que lui. Ses parents pensaient que c'était pour son bien, du coup ils étaient ok avec ça. Au fur et à mesure du temps, la famille était habituée à ne plus avoir le garçon avec eux. Et en plus de ça, ils ont commencé à aller le voir de moins en moins. Et à un moment donné, n'allant plus le voir, ils ont commencé à agir comme si ils n'avaient jamais eu de fils. Et du coup, leur vie redevenait aussi merveilleuse qu'elle l'était avant, sans justement leur fils qu'ils n'arrivaient pas à gérer. 8 ans plus tard, quand le garçon avait entre 16 et 17 ans, il s'est enfui de là où il était. Les employés de l'endroit, on va dire de l'hôpital où il était, se sont démenés pour le retrouver, mais sans succès. Le garçon était introuvable. Sa famille a été prévenue et ils étaient totalement dévastés. Ils avaient peur pour sa sécurité, normal, parce qu'ils disaient qu'il était tout seul dans la forêt, dans la noirceur de la forêt, et qu'il était du coup sûrement mort maintenant à l'heure qu'il est. Mais il se trouve que l'enfant n'était pas mort du tout. Une nuit, il a retrouvé son chemin jusqu'à son ancienne maison. Il s'est introduit dans la maison et un par un, il a tué chaque membre de la famille. Son père, sa mère, sa sœur, tout le monde a été charcuté en pièces. Avec le sang qui était encore coulant sur sa hache, il s'est encore une fois volatilisé dans la forêt. Les restes de la famille qu'il avait assassinée ont été découverts quelques jours plus tard. Les personnes qui vivaient dans la région étaient totalement terrorisées. La police s'est démenée pour pouvoir retrouver l'assassin, mais encore une fois sans succès. Depuis ce jour, chaque année, des personnes disparaissent mystérieusement. Et sur les lieux de la disparition, on trouverait à chaque fois une poupée. La légende dit que le jeune garçon qui a assassiné sa famille rôde toujours dans la forêt. Les villes aux alentours connaissent tous cette légende-là et pour leur sécurité, maintenant, ils mettent des poupées devant leur porte d'entrée pour assurer leur protection, comme une sorte de protection magique. Les habitants disent apparemment que si le jeune garçon passe à côté de leur maison et qu'il voit justement une poupée qui pend devant leur porte, il les laisserait en paix. Personne ne sait si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, on peut effectivement voir devant chaque porte une poupée. L'histoire que Samantha raconte est maintenant terminée, et Jenny disait:
Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est creepy. Elle demande d'ailleurs, est-ce que tu as une poupée devant ta maison? Samantha dit, bien sûr, mon père ne croit pas en cette légende, mais il en a quand même mis une. Amber dit, je crois que je me suis fait pipi dessus, tellement elle a eu peur. Et Samantha ajoute que apparemment la maison où s'est produit le massacre est toujours hantée par les fantômes de la famille qui a été assassinée. Et qu'en plus de ça, si on se rend sur les lieux tard la nuit, on pourrait entendre le son comme si on était là la nuit où tout s'est produit. Jenny demande, est-ce que tu penses qu'on pourrait y aller? Et Samantha répond à cela, bien sûr, mais on ira demain, quand il fera jour, on va pas non plus forcer le destin. Samantha est rigolo, elle a tout compris, elle a vraiment tout compris elle. Cette nuit-là, les filles ont dormi ensemble dans la même pièce, prétendant qu'ils n'étaient pas totalement terrorisés par l'histoire que Samantha avait racontée, parce que voilà, ça leur trottait quand même dans la tête. D'ailleurs, les deux meilleures amies de Samantha étaient un peu paranoïaques parce qu'elles avaient l'impression des fois d'entendre des bruits à la fenêtre, tellement elles avaient été terrorisées par cette histoire. Mais rien ne se passa cette nuit-là. Le lendemain matin, le père de Samantha avait fait un super bon petit déjeuner. Tout le petit groupe l'a dégusté avec plaisir et ensuite ils se sont dirigés vers le lac. Ils ont nagé un petit peu et aux alentours de midi, ils ont décidé de se rendre à la maison de la légende. Quand le groupe est arrivé sur place, les filles ont eu un mauvais pressentiment, comme si elles sentaient une sorte de présence. Ça suffisait pour qu'elles aient déjà des frissons et qu'elles soient totalement terrorisées. Elles ont visité la maison de la légende, elles visitaient pièce par pièce. Et à un moment donné, Samantha a découvert quelque chose. Ça ressemblait à un livre qui était caché sous de la saleté, vous voyez, sous des feuilles, sous ce genre de choses. Et elle l'a pris, elle l'a ouvert, les pages étaient jaunies. Samantha et ses deux amis ouvrent le bouquin. Et Samantha dit que ça ressemble fortement à un journal intime. Jenny, assez apeurée, dit c'est peut-être son journal. Amber répond, le journal de qui? Et Jenny dit, du garçon qui a tué sa famille. Samantha lit les pages du journal à voix haute pour que les autres filles puissent entendre et savoir le contenu de ce qu'il y avait dans ce fameux bouquin. Voici ce qu'elle lit. Il y avait d'abord une dédicace où il y avait marqué « Je dédie à ma famille que j'aime et que je chéris et qui sera toujours à mes côtés ». Vient ensuite le contenu même du journal. 5 septembre 1987. C'était très dur d'être seul. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était me parler. Mais ils ne le voulaient pas. J'entends parfois des voix, tard la nuit, j'entends leurs cris. Il fait froid et sombre, j'ai besoin d'amour. Et eux ne m'aimaient pas. Les médicaments ne font plus effet, je suis libre, je suis enfin libre. Libre de tout ça. S'ils ne pouvaient pas m'aimer, ils devaient partir. Un sommeil éternel pour tout le monde. J'entends toujours leur voix, qui crient en continu. 4 décembre 1987. Ils ont arrêté de me rechercher. Je suis maintenant en sécurité. Je vis dans la forêt, je chasse les animaux, et je les plonge dans un sommeil éternel. Comme maman, comme papa, et comme ma sœur. Je visite mon ancienne maison la nuit. J'entends les voix, au moins, ils me parlent désormais. 3 octobre 1995. J'ai quitté la forêt quelques années plus tôt et je vis maintenant dans une ville aux alentours. Personne ne me reconnaît, personne ne sait qui je suis et j'entends parfois des gens raconter mon histoire. Ça me fait rigoler à l'intérieur. Ils ont tous peur de moi. Je viens toujours à la forêt de temps en temps. Je passe des nuits dans mon ancienne maison. Papa et maman me parlent toujours. Ils disent qu'ils sont très fiers de moi. Le 2 novembre 1998. La vie est belle pour moi. J'ai trouvé un travail, j'ai acheté une maison, j'ai rencontré une fille, très jolie et très sage. Parfois je l'emmène dans la forêt, elle adore ça. J'ai laissé papa et maman la voir, ils l'aiment bien. Le 1er juillet 2000. Aujourd'hui est un jour merveilleux. J'ai un bébé maintenant. Je suis si heureux. Papa et maman sont maintenant des grands-parents. Ma femme, elle, ne va pas très bien. C'est très dur pour elle, peut-être qu'elle ne s'en sortira pas. Peut-être qu'elle ira dans un sommeil éternel. Mais je suis heureux maintenant. 13 août 2010. Je suis si heureux de mon enfant. Elle est juste comme moi. Elle est juste plus intelligente. Elle n'a aucun problème. Elle n'entend pas les voix. Elle va à l'école et a beaucoup d'amis. Pas comme moi. Parfois, je l'emmène dans les bois. Je l'aime tellement. Je lui ai donné le nom du lac du coin. Samantha. Pendant quelques secondes, Samantha arrête de lire. Il y a un silence pesant dans la maison. Jenny dit « Que se passe-t-il » Amber répond « Samantha, est-ce que c'est une blague? C'est pas drôle du tout. » Samantha soupire. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être la vérité. Et à ce moment-là, elles entendent des bruits de brindilles qui se font marcher dessus et des bruits de pas dans la maison. Les jeunes filles se retournent et voient le père de Samantha rentrer dans la maison avec une expression très étrange sur son visage et dans sa main, il tient une hache. Il marmonne « Vous n'étiez pas censé trouver ça. Il n'y a pas d'autre solution. Vous devez tous aller dans un sommeil éternel. » Samantha a crié « Non papa, non 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 » et le père de Samantha exécute tout le monde. Il a charcuté l'ensemble des petits corps, les a mis dans des sacs plastiques et les a enterrés dans la forêt. Profond, si profond que personne ne pourrait jamais les trouver. Il disait qu'ils étaient maintenant tous ensemble. Il a marmonné en disant « Je vous verrai tout le temps maintenant. Maintenant, vous ne comprenez sûrement pas, mais avec le temps, vous y arriverez. C'est le seul moyen pour nous d'être ensemble pour l'éternité. Un sommeil éternel, pour tout le monde.
on sera toujours ensemble. Les amis, sacrée histoire, hein. Là vous avez eu le droit à 2 histoires en une. On a l'histoire du père qui tue sa famille plus l'histoire de base. Mais bon, c'est une sacrée histoire, c'est chaud quand même. Imagine, tu te rends compte que ton père, c'est un tueur. Qu'est-ce que tu fais? Dites-moi en commentaire ce que vous feriez. Vous faites genre, je ne sais pas, ou est-ce que vous appelez la police? Mais bon, c'est très creepy, c'est très glauque. Déjà, tu te dis, le mec qui tue sa famille. Enfin, dans l'histoire, on te dit à un moment que le garçon, donc le père, n'avait pas de problème forcément psychologique, que c'était pas un fou, mais en fait, clairement, si. Si, c'est un taré. C'est un taré, il n'y a pas d'autre mot. Après, on ne sait pas ce qu'il a vécu dans cet hôpital. On nous dit dans l'histoire que c'est pas un asile, hein. Donc, est-ce qu'on lui a fait des choses à cet hôpital qui l'ont rendu encore plus fou, encore plus taré? Ça, on n'en sait rien. On voit que sa jeunesse s'est passée quand même dans des années relativement lointaines maintenant. Mais bon, c'était une histoire bien sympathique, je trouve. Bien horrifique, hein, si vous voulez vous la raconter au coin d'un feu pour vos soirées où vous raconterez des histoires d'horreur. Celle-là, je vous la conseille particulièrement. Une nuit, un père et sa fille conduisaient sur une route plutôt déserte. Ils étaient en train de rentrer chez eux après être allés rendre visite à la mère de la jeune fille à l'hôpital. Écoutant le bruit de la pluie qui battait sur la voiture, la petite fille commence à s'endormir. Et là, tout d'un coup, il y a un gros bang. Le père a perdu le contrôle du véhicule, il essaye de se rattraper comme il peut, mais il sort de la route et tape dans une pierre qui se trouvait sur le bas-côté. Après avoir vérifié que sa fille n'avait rien, le père sort de la voiture pour voir comment il peut éventuellement sortir de cette mauvaise situation. Ce qu'il y avait, c'est que les 2 pneus avant de la voiture avaient crevé. Mais sinon, le reste de la voiture allait plutôt bien, ça allait, pas forcément beaucoup de dommages. Le père dit à sa fille, on a dû rouler sur quelque chose sur la route, les 2 pneus avant ont crevé, et la petite fille, avec une voix assez choquée, demande à son père, est-ce que tu peux les réparer? Le père répond que non, qu'il n'a qu'une roue de secours, et du coup il va devoir marcher jusqu'à la ville la plus proche qui n'est pas très loin pour demander à quelqu'un de l'aide de venir, un dépanneur pour tracter la voiture ou changer la deuxième roue. Il dit qu'il va pas être absent très longtemps et que la petite fille doit rester dans la voiture. Personnellement, ça aurait été ma fille, je lui aurais dit tu viens avec moi, sécurité quand même. Il lui dit assis-toi, essaye de te détendre, je reviens aussi vite que possible. La petite fille regarde dans le rétroviseur son père qui s'en va et à un moment donné elle ne le voit plus parce qu'il a disparu dans la pénombre de la nuit. Plus d'une heure est passée et son père n'est toujours pas revenu. La petite fille se demande qu'est-ce qui peut lui prendre autant de temps et elle est assez inquiète parce qu'elle se dit qu'il aurait dû être revenu normalement. Et là elle regarde dans le rétroviseur et elle voit une silhouette qui commence à s'approcher de la voiture. Dans un premier temps elle croit que c'est son père et c'est en se retournant pour mieux voir qu'elle se rend compte que ce n'est pas du tout son papounet. C'est un homme étranger avec une grande barbe et habillé d'une salopette. Alors, je sais pas vous, j'ai rien contre les salopettes, mais dans cette situation, ça me fout les jetons. La petite fille se rend compte que cet homme dans sa main gauche tient quelque chose, qui se balance un peu. Quelque chose à propos de cet homme la rend extrêmement nerveuse. C'est totalement normal. La petite fille se rend compte aussi un peu, en plissant un peu les yeux, que dans sa main droite, l'homme tient un énorme couteau de boucher. Là, la petite fille pense très rapidement, elle va à l'avant de la voiture, elle ferme tout à clé, elle retourne sur son siège arrière, elle ferme tout à clé, elle s'assure que tout est bien verrouillé. Elle regarde de nouveau en direction de l'homme et elle se rend compte que l'homme n'est plus en train d'avancer, mais qu'il est arrêté et qu'il regarde directement dans sa direction. L'homme est donc là, arrêté, et il lève sa main gauche, la main où il y avait quelque chose qui se balançait. Et là, la fille voit ce qu'il y a, elle voit beaucoup mieux, et là, elle crie vraiment de panique. Elle voit la tête de son père. Elle ne fait que crier, elle ne peut pas s'arrêter tellement elle est terrorisée par ce qu'elle voit. Son cœur bat vraiment à toute allure, elle a du mal à respirer. L'expression que son père a sur son visage est horrible. Ses yeux sont retournés en arrière, sa bouche est grande ouverte, sa mâchoire presque disloquée. L'homme remarche vers la voiture, il arrive au niveau de la petite fille et il colle son visage à la vitre, laissant apparaître ses yeux de psychopathe. Ses cheveux étaient longs, très sales, son visage couvert de cicatrices. Et pendant un moment, il reste autour de la voiture, il marche autour comme un fou. Il était là, justement, à faire peur à la petite fille qui, elle, était dans la voiture enfermée. À un moment donné, il s'arrête, met une main dans sa poche et il en sort quelque chose. Il tenait dans sa main les clés de la voiture que le père avait sur lui. L'histoire s'arrête ici et on va pas se mentir, la fille elle est plus là. Elle est foutue. Quelle histoire horrible, n'est-ce pas? Une des meilleures histoires que j'ai vues, je pense. Clairement, t'as tout ce qu'il faut. T'as la situation pesante, le tueur psychopathe, la petite révélation à la fin qui fait que tu sais que la personne qui est censée être en sécurité est totalement foutue. Il y a tout. Après, tu te dis comment tu pourrais réagir dans cette situation. Parce que la petite fille, elle est foutue parce que c'est une petite fille. L'homme, il devrait pouvoir la rattraper si elle s'enfuit. Ouais, il faudrait qu'elle essaye de jouer le truc en mode courir à fond vers la ville. Après, dans cette situation-là, elle a très peu de chances de survivre. Après, je suppose qu'elle a pas de téléphone pour appeler la police. Elle est foutue. C'est triste, mais c'est creepy. Très creepy.